Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur le plateau d'Assurance TV. Pour notre émission L'invité du mois, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Sarcia, président du directoire d'IMA-SA. Bonjour Claude. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer 28 minutes ensemble. Nous aurons deux séquences. Une séquence liée à l'actualité et une autre un peu plus prospective, mais qui aura aussi un lien avec cette actualité. Alors, effectivement, vous êtes un acteur majeur du secteur et un grand témoin depuis 4 décennies, si je puis dire. On peut le dire, oui. Du rôle de l'assistance. Et vous avez d'ailleurs produit récemment une série de podcasts qui s'appelle Une certaine idée de l'assistance. Vous évoquez 4 décennies d'évolution de la société, de grands moments de la société et l'apport de l'assistance en général et en particulier du groupe IMA. Donc on va évoquer l'assistance bien sûr à travers le prisme de l'actualité. Deux séquences, je le disais, on va commencer par la guerre en Ukraine. Alors bien sûr, nous allons échanger non pas sur le fond de la guerre, mais sur le rôle de l'assistance dans ces circonstances. Claude Sarcia, quel est justement dans ce genre de situation, guerre, gestion de conflit, le rôle de l'assisteur ? Alors le rôle de l'assisteur, il est à la fois primordial et il est à la fois réduit, il faut être honnête. Alors il est primordial parce qu'effectivement, soutien psychologique, des outils qui vont permettre de venir en aide aux personnes qui sont concernées localement, et pas que sur le territoire ukrainien, c'est aussi le territoire russe, on y reviendra. En plus, parce que le phénomène de guerre en assistance est normalement exclu des contrats. Et là, d'entrée de jeu, l'ensemble des actionnaires du groupe et aussi de la profession a fait le choix de couvrir les événements, de rapatrier, si possible, les gens depuis l'Ukraine ou la Russie, de prendre en charge et de ne pas les laisser sur le territoire. C'est une exclusion, donc qui se transforme en fait en une exception. Donc il y a une sortie du cadre un peu de... Oui, il y a une sortie du cadre, mais je pense qu'elle est obligatoire dans ce type de dossier. Alors il n'y a pas énormément de dossiers. Si je prends IMA, on doit être aujourd'hui à une quarantaine de dossiers, ce qui est peu. Mais globalement, c'est quoi ? C'est des demandes, alors soit de support psychologique, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas quitter tant le territoire russe que le territoire ukrainien, j'insiste là-dessus, parce qu'on a tendance un peu à focaliser vers Kiev ou Lviv, en oubliant ceux qui sont à Moscou, mais qui sont aussi à Moscou ou ailleurs d'ailleurs. Donc il y a une quarantaine de dossiers, c'est principalement des dossiers alors, de demande de rapatriement, plus difficile qu'en temps normal, puisqu'on connaît les conditions de survol. Donc, mais il y a quand même de Russie, c'est pour ça que j'en parlais, on peut sortir. On peut sortir via la Finlande, on peut sortir via la Chine, on peut sortir via Dubaï ou des territoires qui sont... Donc c'est pas simple quand même. C'est pas simple, mais c'est plus simple que sur le territoire ukrainien où là on n'a que le corridor des ambassades ou la possibilité de prendre la direction de Lviv pour pouvoir venir en aide. Donc il y a des demandes de ce type-là, des demandes d'avance de fonds, des conseils aussi. L'accompagnement, c'est le rôle de l'assisteur également. Et puis voir un petit peu comment on peut prendre la sortie du territoire ukrainien. Par exemple, des nuitées d'hôtel entre l'Ukraine et la Roumanie, par exemple, avant un rapatriement sur la France. On a donc une cellule de crise qui est active tous les jours et qui suit les événements heure par heure. C'est vrai aussi pour l'ensemble de la profession, il faut le noter, on n'est pas une exception. Vous n'êtes pas les seuls. Voilà, on n'est pas les seuls. Et puis, on essaye de faire au mieux, ce qui n'est pas simple, avec effectivement, on essaye de trouver des solutions qui valent ce qu'elles valent. Alors d'un autre côté, on est énormément aussi sollicité par des organisations type association, on a été sollicité aussi par des organismes d'État pour faire soit de l'acheminement de médicaments, soit de livraison d'effets de première nécessité pour les Ukrainiens, mais là aussi avec les contraintes qu'on ne peut pas lever. Une société d'assistants, alors on travaille avec la MAE, donc le ministère des Affaires étrangères ou extérieures, mais on ne peut pas lever les interdictions de survol ou autre. Bien sûr. À la possible, nul n'est tenu, mais on reste quand même très vigilant et très en alerte sur ces dossiers-là. Donc après, il y aura sûrement une autre évolution en fonction de... Donc les pouvoirs publics interviennent en premier rideau dans ce genre de conflit, de guerre. Traditionnellement, vous vous apportez en deuxième rideau. Vous avez l'expérience de ce type de conflit. C'est pas le premier, je suppose, sur lequel vous êtes en situation d'action. Non, c'est pas le premier, mais en même temps, c'est vrai que le rôle de l'assisteur peut sembler être très limité dans ces situations-là, puisque c'est globalement les gouvernements qui vont prendre. Qu'on a des contraintes liées, je le disais, au survol des territoires, le droit de poser des avions ou pas le droit de poser des avions, des moyens qui sont bloqués. Ce que je tiens à souligner quand même, c'est que tant en Russie qu'en Ukraine, on a des correspondants qui restent actifs, qui restent mobilisés et qui font au mieux pour venir en aide aux Français ou Européens qui dépendent de nous, avec un correspondant ukrainien qui est parti, ou qui doit partir s'installer en Roumanie,
puisqu'il est basé à Odessa. Donc en fonction de l'évolution, il a prévu de pouvoir se replier sur la Roumanie. Et un correspondant russe, lui, qui est aussi moitié à Chypre, moitié à Moscou, parce que de Chypre, il peut organiser des transferts de fonds et des choses comme ça qui sont beaucoup plus simples à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a ces dispositifs de backup. Maintenant, il faut rester réaliste, on fait au mieux. On ne va pas malheureusement sauver le monde. Un autre sujet, Claude Sarcia, dans notre actualité il y a quelques semaines, mais aussi cette semaine, les EHPAD, ou certains EHPAD. Peut-on vieillir heureux en EHPAD? C'est la question que l'on se pose. Lundi dernier, 15 mars, devait sortir un rapport de l'Inspection générale des finances et des affaires sanitaires après la sortie du livre. Vous en avez tous entendu parler, ou peut-être lu, Les Fossoyeurs, qui dénonce un système à l'échelle d'un groupe leader mondial du secteur, un groupe privé, bien entendu. Alors, le modèle des EHPAD privés questionne, Claude Sarcia. Le sujet que nous allons aborder, si vous en êtes d'accord, c'est plutôt le sujet du maintien à domicile, l'alternative ou la complémentarité avec le système des EHPAD pour les personnes qui sont fragilisées ou en perte d'autonomie. Quelle a été votre première réaction à cette actualité, Claude Sarcia? La première réaction, elle est globalement, je ne vais pas revenir sur vrai, pas vrai, il y a sûrement un juste milieu qu'il faut retrouver, et puis il ne m'appartient pas de juger. Ce qui m'a, moi, intéressé, c'est de dire, tiens, est-ce que cet ouvrage, ou ce qu'il provoque, ne serait-il pas l'occasion de favoriser, en fait, cette émergence du 5e pilier, qu'on se pose vraiment la question en se disant, il y a un rôle à jouer, effectivement, par les structures étatiques, et puis il y a un rôle à jouer aussi par les assureurs, et enfin qu'on profite de ça, pour se dire, il y a des dysfonctionnements, mais comme il y en a partout, je ne vais pas porter de jugement sur un groupe plutôt que l'autre. Il y a de très bons EHPAD aussi, malheureusement, je peux en témoigner, avec des gens qui ont fait un superbe travail lorsqu'il fallait le faire. Donc on va tout trouver. Non, mais je pense que c'est l'occasion ou jamais de se dire, il y a un vrai sujet de société. Je voudrais juste citer quelques chiffres. Et en fait, on a aujourd'hui une population française en 2060 où on aura 32,1% de personnes âgées de 60 ans ou plus, soit 24 millions de personnes de 60 ans et plus contre 15 millions aujourd'hui. C'est colossal. Ouais, il y a une accélération. Plus 5 millions de plus de 85 ans. 2 millions aujourd'hui. 2060, c'est demain. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que 76% des Français, d'après les sondages qu'on a pu regarder, qui ont été faits par France Assureurs aussi, souhaitent rester à leur domicile. Alors? Et seuls 6% des logements sont adaptés. Et juste, pour finir juste sur ce point-là, 450 000 chutes ont lieu chaque année, dont 62% de ces chutes au domicile. Et ce qui m'intéressait, moi, dans cette notion de l'EHPAD, et on parle des EHPAD, on parle des vieux, mais globalement, vous comme moi, nous sommes les vieux dépendants de demain. C'est-à-dire, c'est pas une tribu de zombies qui est à côté de nous, c'est bien le vieillissement de la population. C'est pour ça que je trouve que ces chiffres sont intéressants. Et il est temps de s'en occuper, et il est temps de se dire, oui, il y a la problématique du vieillissement d'aujourd'hui, mais il y a surtout la problématique du vieillissement de demain qui me semble très important. D'où le maintien en domicile, pour rebondir sur votre deuxième partie. Donc oui, vous évoquez ces chiffres terribles, 76% le souhaitent, 6%, donc il y a un écart majeur, il y a un grand écart. Mais pourquoi est-ce aussi difficile de prévoir une vraie stratégie de maintien à domicile, sachant que vous proposez, le groupe IMA, des dispositifs pour favoriser ce maintien à domicile? Alors c'est compliqué parce que je pense que le modèle économique aujourd'hui, comment le trouve-t-on ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait payer aujourd'hui sur des contrats qui pourraient être des contrats de prévoyance, des contrats d'assurance vie, enfin des contrats support, qui pourraient financer les services de demain? En même temps, les services de demain, quels sont-ils? Il y a 20 ans, on aurait fait ça. Les outils d'aujourd'hui, personne n'y pensait il y a 20 ans. Donc c'est aussi cette complexité de dire comment je mets en adéquation ce que nous connaissons aujourd'hui avec des prospectives de demain sur des nouveaux outils, des nouvelles techniques qui vont modifier. Et sur des contrats support, quels sont-ils? Donc ça, c'est compliqué, sachant que globalement, qu'est-ce qui intéresse la plupart des individus? C'est un sentiment de rassurance au domicile et de sécurité. C'est globalement, je suis pris en charge, je suis rassuré, j'ai autour de moi un certain nombre d'outils qui doivent être en plus adaptés à une population qui n'est pas toujours à l'aise pour les utiliser. On le voit bien avec ne serait-ce que nos parents ou grands-parents pour certains. C'est pas forcément si simple, même s'il y a des outils de plus en plus qui facilitent. Ce besoin de sécuriser, et puis aussi, pour sécuriser, on va y revenir, c'est l'adaptation au logement, mais c'est aussi, surtout, comment je soutiens les aidants familiaux. Parce qu'on s'aperçoit aussi que dans le problème du vieillissement, globalement, c'est souvent des femmes, principalement, qui ont 60 ans, ou 50, 60 ans, qui vont prendre en charge le père ou la mère malade ou handicapée, qu'elles ont un métier, que ça vient en plus de ce qu'elles font aujourd'hui. Ce sont des métiers, donc ça peut le côté familial,
compliqué, et souvent qu'à ce même moment, ces femmes rencontrent des problèmes de santé personnelle. Cancer du sein et autres. Donc là, il y a un vrai sujet qu'on a essayé, nous, de travailler, et on l'a travaillé aussi avec ce qu'on a appelé les transmetteurs, qui était aussi la valorisation de ces aides au domicile, en les qualifiant avec un diplôme universitaire. On a fait ça avec Xavier Emmanueli, de façon aussi à donner ces lettres de noblesse à ces professions qui sont des professions difficiles, délicates, qui demandent beaucoup de soutien psychologique. Pas toujours le cas non plus, les gens ne sont pas forcément formés à ça. Si on prend tous ces schémas-là, on a sécurisation du logement, ça on sait le faire. C'est le fameux exemple, je transforme la baignoire en douche à l'italienne et je mets un escalier où je fais du rez-de-chaussée. On a l'expertise médicale, l'expertise médico-sociale. Les réseaux qui vont avec. Les réseaux qui vont avec. Et puis aussi tout ce qui est prévention, accompagnement. Et puis aussi tout ce qui est financier, j'y reviens, mais parce que c'est intéressant, parce que globalement, nous on s'est aperçu, on a des travailleurs sociaux dont le rôle était de faire des bilans, et en fin de compte, ils ont fini par faire des bilans économiques qui étaient de savoir quel est le reste à vivre, mais non plus le reste à charge, c'est-à-dire s'apercevoir qu'en fin de compte, les gens d'un certain âge ne pouvaient pas payer, ou n'avaient pas les moyens déjà de financer leur propre vie quotidienne, donc difficulté d'obtenir aussi des outils type la téléassistance, télésécurité et autres. Donc il y a tout un périmètre qui est compliqué. Ce périmètre, on y travaille depuis des années, on fait des expérimentations aussi en hôpital. On a une expérimentation en cours avec le CHU Nice pour voir un petit peu comment on peut relayer au domicile. Comment la téléconsultation ou la télémédecine peut prendre le relais des services d'urgence. On a 54 médecins dans le groupe. Et puis, comment tout ça peut faire que je sécurise, je rassure les enfants ou les ayants droit, je rassure la personne concernée, je reconfigure le logement. Et tout ça pose quand même toujours le même problème. In fine, qui paye ? Qui finance ? C'est peut-être le sujet de l'assurance dépendance qui permettrait potentiellement, Claude Sarcia, de financer ce que ne peuvent pas faire les individus ou les personnes. C'est pour ça que je disais que cette notion de ce qui s'est passé avec cet ouvrage, si ça pouvait provoquer cette vraie réaction et cette vraie construction, et je pense que France Assureur en a parlé, il est favorable, oui, comment peut-on financer tout ça ? Parce qu'on va finir très vite, malheureusement, à trouver une phrase qui est il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Parce qu'entre nous, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on en parle, de ce sujet de la perte d'autonomie, de la fragilisation des personnes, de l'assurance dépendance potentielle, collective ou individuelle. Le collectif peut-être permettrait plus Alors c'est un des moyens qui permettrait d'y aller. Mais c'est pareil, il faut vraiment que... On n'a pas non plus il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas forcément non plus d'histoire, d'expérimentation. Il y a plein de choses qui manquent. L'assurance vie, c'est simple, table de mortalité. Là, c'est... et on le voit bien, vieillissement de la population dans les chiffres qu'est-ce que ça va donner demain ? Et heureusement, c'est de plus en plus fort. Mais il y a les améliorations de la médecine. Enfin, dans un autre registre, je parlais des expérimentations de l'hôpital de Nice, mais on a fait d'autres expérimentations avec... et on n'est pas les seuls, mais par exemple avec des outils de confort, avec des expérimentations, avec des animaux en thérapie animale, avec des équidés, mais ça sert aussi pour les personnes âgées, avec des chats en peluche, et ça aussi c'est intéressant. Ça va progresser le maintien à domicile, sans lire dans une boule de cristal, Claude Sarcia ? Je pense, parce qu'on est de plus en plus en bonne santé, quoi qu'on en dise. Donc globalement, et puis autant les uns et les autres, et vous comme moi, on n'a pas envie d'aller... spontanément, l'EHPAD, on essaiera d'y aller au dernier moment, si c'est possible. Donc si je peux rester le plus longtemps possible à mon domicile, en ayant des relais autour de moi de service, parce que c'est principalement du serviciel, et de prise en charge, qu'ils viennent de l'État ou qu'ils viennent du privé. Parce qu'on s'aperçoit aussi, et on peut avoir des aides qui viennent des deux côtés. Je pense que elles sont complémentaires. Il y a une méconnaissance de ce qu'on peut percevoir en tant que citoyen, ce qu'on peut percevoir en tant qu'assuré. Et je pense que moi aussi, il y a un vrai sujet là-dessus, c'est de dire, je peux aller chercher telles aides du côté de l'État, de sécurité sociale, et tel soutien, tel complément. Et tel soutien par un complément assurantiel. Il n'y a pas un modèle, il y a un modèle complémentaire qu'on va trouver des deux côtés. En tout cas, vivement que ça s'accélère sur ce sujet. Oui, donc nous aussi, emploi, on essaye de faire au mieux. Maintenant, on n'est pas non plus assureur, on est... Des apporteurs de services, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais de la recherche, de l'étude, et puis, et moi je le dis et j'insiste là-dessus, c'est considérer tous un chacun que on est tous des vieux potentiels, on ne redeviendra pas jeune.
Ça, c'est une certitude. Et voilà. Mais du coup, il y a un vrai sujet important. Il y a un vrai sujet. Une autre actualité, Claude Sarcia, c'est le rythme de ce plateau, de cette émission. Une actualité, si je puis dire, qui nous tient en haleine depuis plus de 2 ans. Le Covid, même si nous sommes dans une période un peu plus calme, un peu plus douce en termes de contraintes. L'assistance, vue par ce prisme d'ailleurs, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ces 2 ans de Covid par rapport effectivement à des enseignements futurs et par rapport à l'assistance et au rôle de l'assistance? Alors oui, on va les tirer déjà sur nos propres organisations. Alors télétravail, mais télétravail de masse. On va passer d'un télétravail imposé à un télétravail choisi, à un télétravail normé. Ça, c'est plus qu'une tendance. C'est une réalité. C'est une réalité. Je vais prendre notre cas. On a signé un accord de télétravail annualisé, 100 jours par an, et avec, au cas où, si ça ne fonctionne pas, la possibilité d'interrompre, de revenir en... Mais il y a 100 jours à disposition par an que le collaborateur va pouvoir prendre comme il le souhaite. Je crois qu'on doit être les seuls à peu près à avoir fait ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui apporte... transformation de l'organisation de l'entreprise. Parce qu'il va apporter d'autres sujets. C'est-à-dire, je suis en télétravail, comment je recrée du lien social avec mes collaborateurs, comment les collaborateurs entre eux se retrouvent, comment les IRP se retrouvent vis-à-vis des collaborateurs. Ça a l'air de rien, mais ça aussi c'est important. Nouveaux outils, nouveaux médias. Donc il y a tout ça qui est mis en place. Nouveaux usages de la mobilité. Nouveaux usages des locaux. Ça, une vraie question. Alors, j'ai envie de dire qu'au début, tout le monde s'est dit, ça va être merveilleux, plus de locaux. Oui, non, parce qu'en fait, quand on a gardé du distanciel, donc il faut avoir les mêmes, et puis on va voir comment ça évolue. Alors il peut y avoir, je pense, à un moment, une juste répartition télétravail. Une hybridation, en fait, physique, télétravail. Voilà, donc ça, il va falloir qu'on arrive à ça. Ça a généré aussi cette modification de la mobilité, elle a généré aussi des nouvelles habitudes de comportement que nous avons, nous, en tant que citoyens. On utilise moins le véhicule, puisqu'on est chez nous. Du coup, la fréquence de panne va être différente. Ça, c'est des premiers enseignements. Comment ça va s'inscrire? Ou la fréquence de panne ou d'accident va s'articuler différemment. Et ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu sur ces 2 dernières années. Le consommateur, on va prendre français, ne se déplace plus comme il se déplaçait il y a 2 ans. Ça, c'est ancré, vous pensez, dans la durée? Ça ne n'arrête pas. On a, nous, des historiques qu'on reconstruit, on a des prévisionnels qu'on reconstruit, parce qu'en fin de compte, ça ne bouge plus sur des schémas qui étaient déjà un peu modifiés avec les 35 heures, on avait bien vu ce bouleversement. Mais là, on le retrouve. Moins de mobilité, donc ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Des moyens différents. Donc ça va générer ça. C'est en même temps, c'est mobilité douce, Covid, tout ça, c'est un ensemble. Enfin, c'est une modification des comportements que nous avons aujourd'hui. Nouveaux outils IoT, sécurité, on y revient, confort, on va le retrouver sur l'habitat, sur le déplacement, on va le trouver sur la santé. Je suis plus souvent au domicile, donc je peux avoir peut-être ou pas plus d'accidents domestiques, d'autres besoins. Donc on modifie le comportement et ça c'est intéressant. Puis en dernier lieu, c'est tout notre lien avec les réseaux de prestataires. Parce qu'eux aussi ont des contraintes, pénurie de main-d'œuvre, on parlait des aidants tout à l'heure, mais il y a des réseaux d'aidants, d'aides ménagères qui sont compliqués. Idem sur les dépanneurs remorqueurs. Et si on vient rajouter le premier sujet dont on parlait, qui est la crise ukrainienne, crise du pétrole, donc effectivement flambée, montée des coûts, et là on a un sujet économique et d'importance sur des fragilités économiques et sur comment on fait pour soutenir un peu plus ces réseaux qui sont pour nous vitaux. On l'a fait pendant le Covid. Donc c'est un peu le même sujet, mais on a des sujets qui sont en train de s'imbriquer. C'est un peu, sans faire d'humour, c'est un peu la poupée russe. C'est l'un après l'autre. Vos réseaux travaillent moins ou différemment aujourd'hui Travaillent différemment parce que moins de volume, ouais, ou avec des coûts beaucoup plus importants. Je prends un exemple tout simple. Véhicule de location, un loueur de véhicule aujourd'hui, s'il va acheter un véhicule, il va le payer environ 25% plus cher qu'il ne le payait il y a 2 ans. Il va bien falloir que ces 25%, il les répercute sur ses clients, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient entreprises. Donc quand nous, on va louer un véhicule de remplacement, on sait qu'on va avoir un coût qui va être plus important que ce qu'on avait il y a 2 ans. Ce sera peut-être pas 25%. Et donc des négociations plus complexes avec ce réseau de fournisseurs, parce que tout le monde souffre de la crise en cours, et donc il va falloir aussi prendre ça en considération. Covid, crise, c'est un peu compliqué quand même. Donc un monde d'après, différents en termes d'organisation, différents en termes de services, de mobilité. Oui, donc, qui donne en même temps une part, je vous interromps, mais qui donne en même temps une part importante à tout ce qui est RSE.
toutes ces responsabilités sociales. Alors on va en parler, Claude Cercia. Voilà. Je crois que c'est Michel Houellebecq qui disait le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire. Je ne sais pas s'il a raison et ça ne me vient pas l'idée de commenter. Mais alors moi je l'aime pas parce qu'il a critiqué New York, donc il a dit qu'on était une des villes les plus laides au monde, donc. Vous aimez cette bonne ville de New York où vous êtes installé, où le groupe IMA est installé. Vous avez parlé de la RSE, Claude Cercia. Bien sûr, dans notre actualité depuis quelques années et peut-être un petit peu plus en ce moment, le réchauffement climatique pour nous. Mais aussi pour les jeunes générations. Alors moi je me souviens d'une déclaration à la veille de la COP21 en 2015 je crois, du président du premier rassureur mondial qui disait à l'époque, il disait un monde à plus de degrés pourrait être encore assurable, un monde à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. On y est arrivé puisqu'on est en 2022, il y a 7 ans. Quelle est votre réaction, Claude Cercia ? J'ai envie de prendre quelques chiffres, là aussi, un peu comme sur le domaine de la dépendance. Les dégâts dus aux aléas naturels aujourd'hui devraient représenter 143 milliards, donc en 2050, une augmentation de plus de 69 milliards par rapport à la période 89-2019, en termes de coûts. C'est significatif, on voit bien ce qui est en train de se passer. Et si on considère ces coûts avec ces montants de dégâts, la vraie question, c'est quid de l'évolution des coûts et l'acceptabilité pour l'assuré que nous sommes de voir son montant exploser en MRH. Donc il va falloir là aussi qu'on trouve... Montant plus fréquence, je suppose, la conjonction des deux ? Montant, la conjonction des deux, comment on fait effectivement pour financer tout ça. Donc il y a un vrai sujet qui est posé. Et le réchauffement climatique qui continue, on a vu aussi qu'il a provoqué des dégâts qu'on ne connaissait pas. Il y a des zones entières d'affaissement de maisons, des fissures plus importantes. Enfin, il y a des vrais sujets qui étaient plus marginaux il y a ne serait-ce que 20 ans et qui aujourd'hui s'accélèrent, et donc avec ce phénomène du réchauffement. Un vrai sujet sur la table. Alors l'assurabilité, vous avez commencé à l'évoquer, Claude Cercia. Certains se posent la même question sur les cyber-risques, avec l'amplitude des dommages, alors sur un autre sujet, avec la fréquence et la puissance des attaques cyber. On va rester sur notre sujet du réchauffement climatique. Quel est, selon vous, Claude Cercia, le rôle des assureurs à venir ? Ils s'interrogent sur ces risques des grandes catastrophes, sur les risques inondations, sur les risques liés au feu, qui atteignent de plus en plus les centres urbains. Qu'est-ce qui va se passer ? Je crois qu'on le voit bien, nous, alors, en tant que je vais reprendre la casquette d'assisteur, en fait, on le voit bien, on a de plus en plus des fréquences d'événements, vous en parliez, très forts, qui passent peut-être un peu inaperçus parce que c'est des orages violents, mais qui sont des orages violents, mais qui sont relativement isolés. Sans quoi, je vois par exemple pour nous, juin 21, 78 000 dossiers d'assistance. D'un coup d'un seul sur 2 épisodes d'orage. Normalement, c'est sur cette période beaucoup moins. C'est en juillet, en Allemagne et en Belgique, on l'a tous vu, les inondations colossales auxquelles on était quand même peu habitués dans ces régions-là. C'est Eunice dernièrement, le 18 février. Donc on les voit bien que c'est à répétition. Alors Eunice, on l'a tous vu, mais ça touche des endroits. Des nord de la France, Belgique, Allemagne. Donc ça reste ciblé. La tempête de 99, elle avait été médiatisée, je prends toujours celle-là en référence. Bien sûr. Parce qu'elle avait couvert tout le territoire européen quasiment. Là, de plus en plus, des lieux bien précis. Donc il faut qu'on soit, nous, on est en première ligne pour venir en aide, mais en même temps, stratégie de vigie climatique. On est en train aussi de changer nos comportements. Oui, vous êtes très météo-sensible, si je puis dire, d'une certaine façon. Et ça s'accélère, comme on le voit. Aujourd'hui, on revoit des modèles de prévention, on essaye d'être beaucoup plus fin et de pouvoir dire... Alors dans le prédictif, dans l'anticipation du risque ? Alors j'y arrivais en disant, on a des méthodes et on travaille énormément dessus sur des méthodes de prédictif en disant, ça va tomber là, est-ce qu'on peut déjà peut-être mettre à l'abri tout ce qui est véhicule, parce qu'une tempête, ce n'est pas simplement que de l'habitation. Est-ce qu'on peut, par exemple, là, prévenir des populations en disant attention, après, ça reste compliqué. Je me rappelle d'une année... C'est anxiogène, en plus, pour les populations de recevoir un SMS, comme certains le font déjà. Ça peut être inquiétant. En disant attention, il va se passer quelque chose de grave dans votre commune. Je me rappelle d'une année, ça s'était passé, où tout le monde attendait que ça tombe, comme quoi il peut y avoir des miracles. Il devait y avoir un événement climatique sur Lourdes. Donc tout le monde a mobilisé Lourdes. C'est pour ça qu'il peut y avoir des miracles, parce que c'est tombé à Montpellier. Montpellier-Lourdes, ça fait quand même pas loin de 300-400 km de différence. Donc on voit bien qu'on n'y est pas encore. Il y a des phénomènes, on y est de plus en plus. Donc on risque d'alerter à tort, on risque de créer des situations compliquées à gérer si le risque ne survient pas. Et à défaut, si on ne prévient pas, c'est terrible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire entre deux ?
Je pense qu'il faut continuer à essayer d'être de plus en plus, de resserrer ces techniques de prédictivité, d'analyser les impacts, de prévenir, parce que quand même on peut prévenir, après tout, si ça tombe, alors il faut couvrir large, ajuster effectivement les dispositifs opérationnels, et puis aussi réinventer peut-être les stratégies d'indemnisation, parce que ça aussi c'est un des sujets, être peut-être encore plus performant qu'aujourd'hui, être... favoriser aussi peut-être de la résilience de l'habitat aux événements climatiques, enfin solution des rénovations, enfin il y a tout ça qui est en ligne de compte, quoi. Cette vigie climatique que vous évoquiez tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, je vous ai de le reprendre, ça se traduit concrètement comment? C'est des outils qui permettent... Alors aujourd'hui, ce sont des outils qui analysent tous les événements, alors c'est pas Météo France, mais on reprend ces paramètres-là, et qui va permettre d'analyser des zones de tempête, de vagues de froid, de vagues de chaleur, et de mobiliser nos réseaux de prestataires autour de ces événements, en disant, il y a a priori telle chose qui va se passer. Donc ça permet de mobiliser nos salariés sur les plateaux d'assistance, d'être en réponse, de décupler si nécessaire nos forces, et puis de mobiliser aussi tous nos... Vous parliez d'alerte sociétaire, ça en fait partie, avec les réserves que je peux y mettre. Mais c'est... Donc c'est un dispositif complet en fait qu'on essaye d'affiner toujours un peu plus, qui se réactive en permanence, et vous l'avez évoqué depuis qu'on est ensemble, Claude Sarcia, on vit des transformations, l'actualité nous bouscule. Est-ce que les métiers au sein de... Vous avez déjà un petit peu évoqué la partie liée à l'organisation du travail, à l'hybridation lieu physique et lieu privé pour travailler. Est-ce que les métiers de l'assistance se transforment ou vont se transformer ? Oui, ils vont se transformer pour plusieurs raisons. D'abord, ils vont se transformer parce qu'on a parlé de l'habitation, mais il y a aussi sur le véhicule, il y a toute la transformation en véhicule thermique, véhicule électrique. On voit bien que ça monte de plus en plus. Quel sera le comportement de ces véhicules par rapport aux pannes, Donc là aussi, il faut nous aussi qu'on regarde, qu'on accompagne de plus en plus nos partenaires ou nos actionnaires. Et puis, parce que ce métier, il est en... J'ai parlé de RSE, je ne vais pas y revenir, mais parce qu'il est en train de se configurer différemment, tant sur les plateaux que sur les moyens d'accessibilité de ces plateaux, monter en puissance des nouvelles technologies. On vient de signer avec un nouveau constructeur de véhicules électriques vietnamien. Ça aussi, ça va monter aussi en puissance sur l'intelligence artificielle. Donc l'intégration de nouvelles compétences au sein du groupe ? Complètement, avec effectivement en même temps sur un plan social des nouvelles compétences de data scientist, pour reprendre ces noms. De formation peut-être interne, montée en... Moi, je crée une université, j'ai envie de dire. C'est peut-être... Elle est créée, cette université ? On y arrive, elle est créée, tout est en place, elle va démarrer là. D'accord. D'ici un mois, normalement. Je suis ravi que vous en parliez sur notre plateau. Ouais, parce que je trouve ça intéressant. C'est un peu pas mon testament, ça fait un peu morbide, mais laisser une trace de ce qu'est ce métier qui s'est enrichi, qui est ce métier de laboratoire sociétal qu'on connaît depuis des années, qui a toujours été à la veille de l'accélération des transformations. On sera souvent très en avant. Et donc, du coup, c'est cette université, faire progresser les talents, et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans nos milieux, les amener vers d'autres choses, et puis continuer à faire évoluer ces métiers nouveaux. Voilà. Alors on sera ravis de vous réinviter, Claude Sarcia, quand vous pourrez, quand le lancement sera effectif. Alors un dernier petit sujet, un petit peu en retard, mais vous savez qu'on évoque la transformation, peut-être aussi la transformation du modèle économique de l'assistance. Vous l'avez un petit peu évoqué dans vos propos précédents, le modèle économique de l'inclusion. Quand il y a un véritable usage, une réelle consommation par les sociétaires, par les assurés, les services d'assistance, il peut y avoir potentiellement un problème économique, puisque ces services ont un coût. N'y a-t-il pas, Claude Sarcia, pour terminer cet échange, une nécessité de transformation, d'évolution du modèle économique de l'inclusion pour les garanties d'assistance intégrées aux contrats initiaux, MRH, santé, auto, par exemple? Alors moi j'y crois, j'ai le droit de me tromper sur la partie assistance. C'est un métier d'ailleurs qui a été construit à la base en B2C, donc qui n'était pas en inclusion. Je pense qu'on va avoir une espèce d'hybridation là aussi. Il y aura des parties en inclusion. On a vu que les montants qui vont être à charge des assureurs sont de plus en plus importants. Et on a un exemple en cours au Maroc aujourd'hui qui est à un moment surconsommation, fréquence plus surconsommation des services. Et à un moment, les Marocains ont dit, nous on paye en cas de... C'est une décision de marché, en cas de panne ou d'accident, on paye le remorquage. Ce qui est déjà bien, puisque la panne n'est pas non plus une garantie d'assurance, donc c'est déjà un plus. En disant, après, si tu veux du véhicule de remplacement, si tu veux un taxi, etc., à ta charge, sauf qu'on va l'organiser à un tarif préférentiel, parce que tu es assuré par la compagnie X, Y, Z.
Et ça fonctionne. Alors, est-ce que ce modèle va venir un jour en France? Pas forcément sur l'auto, mais on l'a vu sur les services à la personne, sur les états de prédépendance ou autres, prestations très coûteuses. Donc, où est le juste milieu entre je finance une partie et le consommateur devrait peut-être financer, pas forcément lui directement, mais d'aller chercher cette aide financière, on en parlait, sur un schéma étatique qui viendra compléter la part de l'assureur. Donc moi, je pense que là aussi, émergence de modèles alternatifs, nouvelle hybridation, retour sur certains services sûrement dus à la carte, prise en compte des comportements des jeunes générations, je consomme quand j'en ai besoin et je ne consomme pas avant. Après, tout ça, ça repose la problématique du coût, ça repose la problématique du tarif. La force d'aujourd'hui, c'est la mutualisation, la démutualisation, qui générer des coûts beaucoup plus forts. On est bien d'accord. Là aussi, pareil, juste milieu à trouver, mais je pense qu'on sera obligé d'y venir, on n'aura pas le choix. On n'est pas loin d'y venir ou c'est encore un sujet qui... Un peu tôt. C'est encore un petit peu tôt. Les constructeurs auto pourraient nous y pousser. On va voir ce qu'il propose. En tout cas, Claude Cercia, quelques petits mots pour conclure cet entretien. Il nous reste 30 secondes. D'abord, merci beaucoup, parce que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, un plaisir de parler d'assistance, parce que c'est un métier passionnant. C'est un métier, on voit bien, qui est totalement dans la complémentarité service, assurance, monde d'aujourd'hui. Je prends souvent le terme de laboratoire sociétal, j'ai dû le dire d'ailleurs tout à l'heure. Oui, j'ai pas envie de dire qu'il y a un boulevard, ça pourrait être péjoratif, mais il y a plein de choses à faire pour les consommateurs et les citoyens que nous sommes, en remettant les choses dans leur juste milieu et en arrivant en fait à répondre à nos problématiques, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. L'assistance, c'est l'avenir de l'assurance ? Disons que les deux sont complémentaires, et l'assureur est peut-être l'avenir de l'assisteur. Claude Cercia, merci d'avoir témoigné et livré vos convictions, votre vision du rôle de l'assistance dans ces circonstances liées à l'actualité, sur les sujets d'actualité que nous avons évoqués. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Claude Cercia. Merci à vous.